Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa. Mais tout de suite, voici les titres. La capitale économique ivoirienne poursuit sa modernisation de ses infrastructures en chantier nécessaire mais qui inquiète les riverains du métro urbain. Ce que nous demandons, nous souhaiterions de nos gouvernants, ils dévient le passage du métro. C'est tellement simple, c'est plus moins cher que de tuer 150 familles qui font peut-être 1500 personnes. Générateur électrique hors de prix mais soleil à gogo, la Somalie trouve la solution pour briser le cercle vicieux de l'électricité trop chère. Nous devons encourager les Somaliens à utiliser l'électricité solaire et ses avantages. C'est favorable et bon pour l'environnement. Le Bénin tient tête au changement climatique et aux inondations grâce à un système d'alerte précoce. Nous sommes souvent inondés sans qu'on s'y attende. Les inondations détruisent nos récoltes et tuent beaucoup d'enfants. Le progrès économique impose parfois de lourds sacrifices sociaux et humains aux populations. C'est le cas actuellement dans la capitale économique ivoirienne lors de la construction des voiries et des infrastructures de transport. Nous prenons le chemin du chantier du métro urbain d'Abidjan où les riverains sont confrontés à la démolition de leurs maisons. Reportage Ma Camara. Comme un château de cartes, des bâtiments autour de la construction du métro urbain d'Abidjan se sont écroulés et continuent de s'écrouler sur une distance de 37 km dans Abidjan. Les habitants ont été sommés de quitter leur logement sans préavis, comme nous explique cette veuve animée par la peur pour la scolarité de ses enfants. Pour elle, c'est toute une vie de plus de 40 ans qui s'envole. On est inquiet. Où faut partir avec nos enfants? Même si je pouvais dire à mes parents de m'aider là. Mais chacun a ses biens. Voilà mes petits-enfants. Je ne veux pas les inscrire. Je vais où? Avec mes enfants, je vais où? Je ne suis pas contre, je ne peux pas aller contre l'État. Mais ce que je voulais signer, ce sont eux qui sont les gens de loi. Même ici, un locataire, avant de lui dire de quitter ta maison, tu le préviens. Ça fait comme de 40 ans que je suis ici. À proximité du camp du 43e BIMA de l'armée française situé dans la commune balnéaire de Port-Bouët, ce sont plus de 150 familles qui sont concernées sur les 13 000 affectées par le projet. Les riverains n'entendent pas baisser les bras. Ils se sont constitués en collectif pour défendre leurs droits et intérêts. Notre rencontre avec le ministre des Transports, il nous a dit qu'il ne peut pas dépasser décembre. J'ai pris sur moi la responsabilité de lui dire que nos enfants soient à l'école, nos petits-enfants soient à l'école. Ils ont droit au savoir. Alors s'ils ne peuvent pas arriver en décembre, qu'est-ce qu'on fait de nos enfants, nos petits-enfants? Alors ce que nous demandons, nous souhaiterions de nos gouvernants, ils dévient le passage du métro. C'est tellement simple, c'est plus moins cher que de tuer 150 familles qui font peut-être 1500 personnes. Autour de ce projet de désengorger et de désenclaver des banlieues du Grand Abidjan, c'est le désespoir chez les habitants. À en croire cette retraitée de 72 ans, 2 personnes ont déjà trouvé la mort depuis l'annonce de cette nouvelle dans sa cité. Vous voyez, c'est cette charmante dame-là, après nous avoir annoncé le 23 août qu'on doit déguerpir les lieux le 25 août 2022, elle n'a pas supporté, les nerfs ont lâché. Le 25 août, nous avons fait son enterrement. Nous demandons pardon au président de la République. Nous sommes ses vieux enfants. Il ne faut pas qu'ils nous laissent dans la rue. De nombreux projets de construction de voiries et d'infrastructures sont en cours à Abidjan et selon cet architecte, il devrait transformer la silhouette de la perle des lagunes. Abidjan, déjà, elle est en train de revoir toutes ses infrastructures et on est en train d'adapter donc de nouveaux quartiers, de nouvelles infrastructures qui permettent une expansion plus fluide pour le Grand Abidjan qui était prévu. Le métro urbain, il va contribuer à l'esthétique de la ville. Tout ce que vous agissez, nous en tant qu'architectes, on façonne les villes. Tout bâtiment que l'on crée, que ce soit un bâtiment résidentiel ou un bâtiment à but fonctionnel, commercial ou quoi, ça nous donne forcément une nouvelle image du quartier. Le transport représente la 3e dépense importante pour les Ivoiriens. Les embouteillages qui ont fait perdre près de 5% du PIB en 2017 au pays, selon un rapport de la Banque mondiale. La Société ivoirienne de la gestion du patrimoine ferroviaire assure que toutes les personnes impactées par ce projet seront indemnisées.
Selon lui, ce projet offre une solution économique à une capitale longtemps asphyxiée par des embouteillages et les longues distances pour relier les quartiers. Malgré toutes les infrastructures qui ont été construites ces dernières années, le métro vient s'ajouter donc aux différentes solutions qui ont été mises en œuvre pour accroître la mobilité de la ville d'Abidjan. Et qui dit mobilité dit forcément performance économique de la ville. Donc c'est très 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 important que cette ligne puisse entrer en circulation rapidement. Tout le monde aura gain de cause à partir du moment où ces personnes-là viendront à nous avec des documents fiables. J'en parle parce que notamment en ce qui concerne le foncier, il y a beaucoup qui sont propriétaires des terrains, mais ils n'ont pas de papiers vraiment qui puissent nous permettre de leur reconnaître leurs droits. Le métro urbain d'Abidjan devrait entrer en service en 2025. Une bonne nouvelle pour les usagers qui seront plus de 500 000 à l'emprunter chaque jour. Cap sur la COP27, le grand événement annuel des Nations Unies consacré à la lutte contre le changement climatique, ouvre ses portes dimanche en Égypte pour 2 semaines. C'est la première fois qu'il se tient en Afrique et j'aurai le plaisir de vous donner un aperçu depuis Sharm el-Sheikh avec l'équipe de Business Africa. Déjà, les pays du continent se préparent à défendre leur position sur les solutions à privilégier pour atteindre la neutralité carbone. Exemple avec l'Afrique du Sud qui va dévoiler son plan pour intéresser les capitaux privés à sa transition énergétique. Objectif, fermer 10 centrales à charbon et produire des véhicules électriques. Les compagnies aériennes africaines peinent à se relever du Covid si elles ont bien repris leur trafic sur 99,2% des lignes qu'elles prenaient en charge avant la pandémie. Il n'en va pas de même pour les usagers. Selon les chiffres de l'Association des compagnies aériennes africaines, il manque toujours un tiers de passagers sur les lignes intérieures du continent. Pendant ce temps, en Somalie, la Banque mondiale estime qu'11 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité. Les générateurs alimentés au diesel sont la première source d'une énergie parmi les plus coûteuses au monde, autour d'$1 le kilowattheure. Mais aujourd'hui, grâce à une centrale solaire établie en bordure de la capitale Mogadiscio, ces coûts ont fortement reculé, un véritable coup de fouet pour l'économie locale. Regardez. L'accès à l'électricité est un vrai défi pour de nombreux habitants de Mogadiscio. Le coût n'est pas seulement prohibitif, les Mogadisciens paient aussi le prix fort en termes de santé et de confort. Le hurlement quotidien d'énormes générateurs diesel émettant une épaisse fumée, des factures d'électricité élevées, c'était vraiment intenable pour beaucoup d'entre eux. Et aujourd'hui, un nouveau projet d'énergie solaire lancé par Beko Lightning Company à Mogadiscio transforme progressivement la production et les coûts énergétiques. Beko a été lancé en 2014. À cette époque, toute la ville n'avait pas de système électrique. Ce que je veux dire par système électrique, tout était à basse tension. En ce moment, nous avons un système 11 kPa, un système 33 kPa, des sous-stations presque comme n'importe quel autre fil du monde. Le diesel est cher, le solaire est beaucoup moins cher, donc l'une des raisons pour lesquelles nous sommes intéressés à investir dans l'énergie verte, c'est tout simplement un bon business, parce que nous avons plus de 3000 heures d'ensoleillement par an. La société basée à Mogadiscio a récemment signé un contrat de $30 millions pour générer 35 MW. Cela comprend 25 MW à partir de l'énergie solaire et 10 MW à partir de la batterie. L'entreprise exploite également 500 transformateurs pour augmenter la distribution de l'énergie. Grâce à ces investissements, le projet solaire a déjà apporté une énorme amélioration au quotidien des habitants. Nous avions l'habitude de commuter ici plus de 5 générateurs lourds qui produisaient 5 MW et ils étaient très bruyants tout en polluant l'atmosphère. Aujourd'hui, l'accès à une électricité fiable et bon marché est devenu une réalité pour de nombreux ménages. Et les consommateurs professionnels, comme les hôtels, qui souffraient de frais fixes élevés en raison d'une électricité coûteuse, ont vu leurs dépenses mensuelles baisser considérablement.
Beko nous fournit actuellement l'électricité la plus fiable et la moins chère de la Somalie, et elle est toujours disponible. Le prix de l'électricité est moins cher qu'avant. Auparavant, je payais plus de 600 US$ pour l'électricité dans mon entreprise. Mais maintenant, les tarifs ont baissé. Je paye moins de 200$ avec de l'électricité puissante. Avant Beko, le tarif était de 1,20$ par kilowatt, et avec cela, nous ne pouvions pas utiliser de machines lourdes pour les activités hôtelières à cause de ce tarif. Après avoir installé le système solaire, nous avons la possibilité d'obtenir une électricité fiable et puissante avec un tarif de 0,20$ par kilowatt. Maintenant, nous utilisons toutes les machines pour faire fonctionner nos services hôteliers. Vous savez que le plus grand défi en Somalie en matière d'énergie verte, je peux dire, c'est la finance. Le plus gros problème auquel nous sommes confrontés est le financement international par les financements locaux, comme nous utilisons la Salam Somali Bank ici en Somalie. Mais si nous essayons de traiter avec les entreprises internationales et des banques internationales, nous rencontrons beaucoup de problèmes parce que vous savez, dès qu'ils entendent la Somalie, c'est un non catégorique. Ils ne viennent pas ici et c'est le plus gros défi. La banque Salam Somalie est la première banque islamique établie dans le pays pendant la période la plus chaotique de l'histoire récente de la Somalie. Ce projet d'énergie solaire est colossal et c'est l'un des plus gros investissements mis en œuvre par la Salam Somali Bank. C'est un projet en cours et nous estimons un investissement de plusieurs millions de dollars. Selon une étude de la Banque africaine de développement, la Somalie a un potentiel d'énergie solaire de plus de 2000 kWh par mètre carré. Cela contraste cependant avec le fait que seulement 16% de la population a accès à l'électricité. Nous devons encourager les Somaliens à utiliser l'électricité solaire et ses avantages. C'est favorable et bon pour l'environnement. Je veux dire que la Somalie est confrontée à la sécheresse et aux inondations, et ceci dû au manque de respect de l'environnement. Les principaux défis liés à l'utilisation de produits propres et verts en Somalie sont le manque de connaissances sur l'énergie verte, car ils ne le savent pas souvent. Il faut du temps pour le présenter. Pour Beko, l'objectif ultime est d'éliminer progressivement les groupes électrogènes diesel et d'adopter des options plus propres et plus vertes. L'énergie solaire est en tête de liste. Cette orientation permettra non seulement d'alléger le fardeau des frais généraux d'électricité élevés, mais contribuera également à réduire la pollution de l'environnement. Lorsque nous aurons terminé ce projet solaire, nous réduirons la dépendance aux générateurs diesel et nos clients profiteront d'un prix très bas pour notre électricité. Comme vous le savez, lorsque nous utilisons le diesel auparavant, le prix était toujours très élevé. Avec plus de 3000 heures d'ensoleillement par an, l'investissement dans l'énergie solaire en Somalie peut être une entreprise rentable et une voie sûre vers l'énergie verte. Cependant, l'accès limité au crédit, les investissements internationaux réticents et les problèmes de sécurité risquent de freiner cette transition massive vers l'énergie solaire. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. Après des décennies de sous-bancarisation, l'Afrique est entrée dans l'ère du paiement électronique et des crypto-monnaies. Un marché colossal qui attire toutes les convoitises et va parfois plus vite que les infrastructures chargées de le contrôler.
Dans ce paysage, qu'en est-il de la carte de paiement JIMAC, le groupement interbancaire monétique de la CEMAC qui regroupe les 6 pays d'Afrique centrale? J'ai posé la question à Valentin Mbozo, directeur général du JIMAC, dans ses bureaux à Yaoundé. Il a lancé cette carte qui s'est aujourd'hui hissée au rang des grandes cartes internationales avec plus de 11 millions de transactions traitées. Écoutons-le. Bonjour Valentin, le JIMAC fête cette année ses 10 ans. En 2016, vous avez créé avec la Banque centrale des États d'Afrique centrale la carte bancaire JIMAC qui venait concurrencer les grandes cartes Visa, Mastercard ou encore UnionPay. En quoi ce lancement était révolutionnaire? La carte JIMAC lancée en 2015 a été révolutionnaire parce que avant cette carte, il n'y avait pas d'interopérabilité sous-régionale. On est une entité de 6 pays qui a une banque centrale qui émet une monnaie appelée le franc CFA qui est adossée à l'euro. Et l'interopérabilité se faisait à l'international à des coûts prohibitifs. Et le grand avantage que la carte JIMAC a apporté dans la sous-région, c'était le fait de permettre une interopérabilité entre les banques de la sous-région et aussi en termes de coûts. Lors du lancement du JIMAC, vous aviez annoncé que l'un des objectifs prioritaires était la démocratisation de la carte bancaire. Mais quand on regarde le taux moyen de bancarisation de la sous-région, on arrive à peine à 15%, la moitié du taux de l'Afrique subsaharienne. Comment l'expliquez-vous? Si on se place en termes de pourcentage de la part de marché de la carte JIMAC désormais dans la CEMAC, c'est la deuxième carte dans la CEMAC derrière la Visa. Et dans bientôt peut-être même la première. Donc de succès, oui. Les gens maintenant savent ce que c'est qu'une carte. Ils ne savaient pas, bon, parce que c'était la grosse élite qui avait des cartes internationales et le petit peuple n'avait pas de carte. Donc maintenant, quand on dit démocratiser, c'est parce que tout le monde maintenant, sans exception, des gens très modestes ont cette carte-là. En 2012, vous êtes à la tête du JIMAC en tant que directeur général et vous bénéficiez du soutien de votre tutelle, la Banque centrale des États d'Afrique centrale. En quoi le JIMAC a-t-il amélioré la vie quotidienne des Centrafricains et quel est le principal défi qui vous reste à franchir d'ici 2030? En termes d'amélioration ou de révolution de la vie des habitants de l'Afrique centrale, je parlerai d'abord de la mobilité. Imaginez-vous que de ville en ville ou de pays en pays, il était difficile de se promener sans le cash. Maintenant, cela est une évidence et ça permet aux populations de la sous-région de se mouvoir en toute sécurité sans avoir des espèces dans la poche, de pouvoir payer ou faire des retraits où qu'ils se trouvent. Il y a une autre évolution qui n'est pas peut-être carte, mais qui est mobile. Nous avons fait ce qu'on appelait l'interopérabilité intégrale. C'est la carte, les transactions cartes, mobiles et transferts qui convergent dans les plateformes et qui permettent une totale mobilité ou qui prennent en compte l'essence même des populations de la sous-région. Qu'en pensez-vous du projet de crypto-monnaie en Centrafrique avec le lancement du Sango Coin? De quoi s'agit-il? Est-ce une initiative qui peut être reprise sur tout le continent? Les initiatives d'innovation sont toujours les bienvenues. Mais la faisabilité peut poser problème. Quant à la disponibilité de l'outil ou de la monnaie en question, parce que dans un pays, chaque citoyen a un droit de pouvoir payer à tout moment. Enfin, la monnaie qui est désignée comme monnaie locale. Or, quand on regarde l'environnement numérique et digital en Centrafrique, il est encore à l'état limite ou primaire. Donc, je redoute seulement que quelque part on ait mis la charrue avant les bœufs. À savoir que peut-être qu'il faudrait réfléchir dans les jours, les années, les mois à venir sur comment évoluer vers ces monnaies, mais il y a un problème qui est posé. Bon, est-ce que ce serait viable pour les autres pays? Je ferai la même analyse. Dès lors que les infrastructures ne sont pas encore complètement disponibles, il ne serait peut-être pas, comme monnaie oui, mais comme monnaie nationale, un peu réservé sur ce point.
En plus d'une situation politique instable marquée par de violentes manifestations qui ont fait des dizaines de morts, le Tchad est en proie à une urgence climatique. Le pays a connu ses pires inondations en 3 décennies. L'état d'urgence a été proclamé, 1 million de personnes sont affectées et des centaines d'hectares de terres agricoles ont été ravagés. Et justement, peut-on prédire ces inondations catastrophiques? La vaste plaine côtière du Bénin, où la population a toujours vécu d'aquaculture et d'agriculture, a peut-être la réponse. Après des inondations dévastatrices en 2010, le Bénin a mis en place un système d'alerte qui fonctionne. Nous l'avions constaté sur place en 2014 dans ce reportage de Lorraine Rimondi. C'est au sud du Bénin que vit la majeure partie de la population, là où sont situées les grandes villes comme Cotonou, la capitale économique, et Porto Novo, la capitale administrative. C'est là que se déploie une vaste plaine côtière constellée d'une multitude de fleuves, dont le Niger et l'Ouémé. Des villages vivent là depuis toujours, de pêche et d'agriculture. Mais depuis quelques années, cet environnement fertile se fait de plus en plus menaçant. Tout le monde garde en tête les terribles inondations de 2010 qui avaient fait 46 morts et 680 000 sinistrés. Victime du changement climatique, le Bénin se voit confronté à des intempéries dévastatrices causées par les fortes pluies et des crues de plus en plus fréquentes, comme dans ce village d'Agégué, dans la basse vallée de l'Ouémé. Nous sommes souvent inondés sans qu'on s'y attende. Les inondations détruisent nos récoltes et tuent beaucoup d'enfants. L'école, la salle communale et les habitations ont été inondées plusieurs fois. Là, le risque pour ces populations est qu'en période de crue, l'eau monte dans les chambres, dans les maisons, tout ça là, et il faut forcément évacuer les populations pour éviter les grandes catastrophes. Face à de telles menaces, le chef de l'État a décidé de réagir pour prévenir ces crises et permettre une meilleure gestion des risques. Avec le projet SAP, Système d'alerte précoce, inspiré de ce qui a déjà été fait au Kenya et de l'expérience des Pays-Bas, le SAP permettra d'anticiper les risques d'inondation, mais aussi les périodes de sécheresse ou les tempêtes, grâce à un dispositif qui comporte des alertes graduelles, passant du vert pour une situation normale au rouge pour un danger imminent. C'est le cas aujourd'hui avec le début de la petite saison des pluies. Les scientifiques sont en ébullition car la situation est potentiellement dangereuse pour les riverains des 12 communes. 3 jours plus tôt, les observateurs qui relèvent matin et soir le niveau de l'eau sur des piquets gradués ont observé une élévation anormale du fleuve. Des données qui sont envoyées à la cellule d'alerte chargée de faire les prévisions en temps réel. Le graphe que vous voyez là met en relief au fait la prévision des inondations au niveau du fleuve le Bonou. Là, vous voyez ce que c'est les observations, c'est-à-dire que c'est les informations que nous avons reçues de nos lecteurs au niveau de au niveau de la station de Bonou. Et là, en rouge, c'est la prévision que nous avons faite. Donc la prévision elle est faite sur 3 jours, et c'est ce que vous voyez là. Quand l'alerte est donnée, les maires doivent faire évacuer les berges et mettre les habitants à l'abri. Cette alerte rouge montre que le niveau de l'eau a monté jusqu'à ce que l'eau sorte de son lit, pour commencer progressivement à rentrer dans les maisons. Et il faut que nous avertissons l'ANPC, l'Agence nationale de la protection civile, en tant que gestionnaire des catastrophes au Bénin, puisqu'ils ont un plan de contingence. Et ce sont eux qui prennent les dispositions. Ils savent ce qu'il faut faire sur le terrain. Les effets du changement climatique représentent un risque vital pour les riverains. Mais c'est aussi un coût. La catastrophe de 2010 avait entraîné des dommages estimés à 127 milliards de francs CFA, près de 200 millions d'euros. Et avec aussi des impacts pour les populations, exemple avec le fleuve Niger. Lorsqu'il y a débordement, et nous n'arrivons pas à canaliser ce fleuve, et ça emporte des récoltes, ça emporte des habitations, ça crée le désarroi à toutes les populations qui sont autour. Or, en ce moment où nous parlons de l'emploi des jeunes, nous avons fait beaucoup de dépenses pour aménager les vallées et ils se cultivent plein de cultures vivrières. Alors, vous voyez, le déficit de la culture vivrière, ça met en cause, en quelque sorte, la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population. Ça met en cause l'emploi des jeunes.
Et donc, nous allons rechercher des ressources qui sont très importantes, de l'ordre de plus de 95 milliards, pour pouvoir aménager les digues, parce que nous avons déjà fait une partie, mais c'est un problème de ressources, pour aménager les digues tout le long du fleuve du Niger, par exemple, et ça nous permettra de contenir, en cas d'inondation, de contenir le fleuve dans son lit. La commission de modélisation économique des impacts et de l'intégration des changements climatiques, créée par le gouvernement, elle devra prévoir l'impact économique et le coût de l'intégration des changements climatiques dans le budget de l'État. Une décision politique qui implique la mobilisation de plusieurs ministères. La commission qu'on vient d'installer est un outil que nous mettons non seulement en place pour la coordination des décisions, mais pour prendre des décisions beaucoup plus professionnelles. Parce qu'aujourd'hui, la croissance que nous recherchons ne doit pas être une croissance erratique. C'est une croissance durable, stable. Et qui parle de stabilité, parle aujourd'hui de la gestion du changement climatique. Le Bénin est l'un des 11 pays d'Afrique à bénéficier du projet SAP appuyé par le PNUD. Et sur le long terme, l'ambition affichée est de travailler avec ses voisins d'Afrique de l'Ouest. D'ores et déjà, le pays fait figure de pionnier, au-delà même du continent, preuve d'une réelle volonté politique de prendre son destin en main. Plutôt que d'être des assistés humanitaires, essayons donc d'anticiper ces risques de façon professionnelle et de manière à les intégrer dans nos prévisions budgétaires. Voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure, pour Initiative Africa. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet africaorner.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager, commenter en utilisant le hashtag Business Africa. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.